Un cortège de voitures de police qui défilent, tout gyrophare dehors. Un mouvement spontané à l'appel d'aucun syndicat qui s'achève au pied de l'Arc de Triomphe sur cette Marseillaise. Une manifestation inédite pour crier leur ras-le-bol. Pour avoir manifesté, ces agents s'exposent à des sanctions. Dans ce communiqué, la direction de la police nationale dénonce le comportement qualifié d'inacceptable des policiers, soumis, rappelle-t-elle, au devoir de réserve. Que se passe-t-il en France ? Depuis de nombreux mois, la police descend dans la rue régulièrement pour manifester sa colère. C'est inédit. Il est rare d'entendre un flic raconter son métier. Il faut du temps et de la confiance. 7 gardiens de la paix ont accepté d'en parler dans l'intimité de leur domicile, une fois l'arme et la carte de police bien rangées. Ce sont tous des flics de terrain, confrontés aux flagrants délits et à la petite délinquance. Avec leurs mots, riches de leurs expériences, ils nous disent tout haut ce que d'habitude ils pensent tout bas. Qu'est-ce qu'il y a de plus social que la police ? Tu peux pas faire plus. T'es immergé dans les problèmes de la société. C'est un métier où tu donnes énormément de toi-même. Et puis t'as le manque de moyens, t'as le fait que tu sois pas entendu par ta hiérarchie, que tu ressentes les courants politiques qui ont rien à voir, qui ont rien compris aux problèmes de société souvent. Toi, tu te retrouves en train de constater que personne ne comprend rien, quoi. On est le dernier rempart, sauf qu'on peut pas constater et ne rien faire. Un gardien de la paix, c'est quelqu'un, je pense, c'est un révolté en fait. C'est quelqu'un qui est profondément révolté par l'injustice. Sauf qu'il a une vision particulière de l'injustice. Voilà. Que pour lui, l'injustice, c'est pas l'erreur judiciaire forcément, c'est plutôt le faible qui subit le fort, la victime qui subit l'agression. Je pense que c'est quelqu'un de très sensible à ce genre d'injustice. Voilà. Le flic de terrain, il voit tout, toute classe sociale, tout milieu, toute situation, tout. C'est ça qui est dur souvent aussi. Tu te rends compte de plein de choses. Après, t'es déformé parce que les bons côtés, tu les vois jamais, ça aussi. C'est hyper réducteur. La petite délinquance de merde dans les quartiers, bon, je suis sûr que ça use. Parce que nous, on voit des épiphénomènes, on voit... la violence, la souffrance, la mort, la détresse, c'est rattaché à rien. C'est pas la vie telle qu'elle est. Les interventions de police, heureusement. Sinon, c'est bon. La vie, elle est ailleurs. On peut pas tout ramener à ça. C'est pas un fonctionnement normal non plus. D'un côté, je vous sens très découragé, et de l'autre, je vous trouve très fier de votre métier. Des fois, il faut la foi. Voilà, une fois qu'on a mis l'uniforme, ça transforme pas, ça donne pas des pouvoirs magiques. Il y a plein de policiers qui vous diront qu'ils deviennent agoraphobes, qui deviennent presque, non, je dirais asocial. Voilà. Parce qu'on a constaté le malheur des gens toute notre vie. Et qu'à un moment donné, c'est dur à porter. On a beaucoup de policiers qui se suicident parce que si on n'est pas équilibré, si on n'est pas bien, et on est des hommes comme les autres, donc on a tous nos problèmes, nos doutes, nos peurs, et qu'on constate ceux des autres, ça fait beaucoup dans l'escarcelle.
Un policier âgé de 41 ans a mis fin à ses jours vers midi aujourd'hui sur le parking du commissariat de police de Saint-Brieuc avec son arme de service. L'émotion à Perpignan après le suicide d'un policier à son domicile avec son arme de service. À Brest, nous avons appris le suicide d'un policier aujourd'hui sur son lieu de travail au commissariat avec son arme de service. Antoine Boutonnet a mis fin à ses jours avec son arme de service. Comme lui, 7 autres policiers et gendarmes se sont donné la mort cette semaine. Cette vague de suicides s'ajoute au bilan déjà lourd transmis par le ministère de l'Intérieur. Depuis janvier, 62 membres des forces de l'ordre se sont suicidés. J'ai eu des périodes où je me mettais à rêver de situations sur lesquelles j'intervenais avec des collègues à moi et où je voyais mes collègues se faire tuer à côté de moi et je pouvais rien faire. Et j'ai passé des nuits, quoi. Ça m'est arrivé de me réveiller, mais en pleurant, mais vraiment en pleurant. Je m'essuyais, j'avais les larmes aux yeux. Et après, au moment où tu veux te rendormir, tu cogites. Et j'ai passé une bonne période. D'ailleurs, je m'étais arrêté 3-4 jours après, parce que j'avais passé 3-4 jours où c'était systématique, c'était toutes les nuits. Tu rentres dans une forme de dépression, c'est clair. Et si tu te laisses aller, je pense que tu peux tomber dedans. Mais nous, on a un sentiment d'impuissance par rapport au métier qu'on fait. Clairement, on a un sentiment de puissance. Et si les gens ne le ressentent pas, c'est qu'alors on a du mal à transmettre nos infos. Alors peut-être que c'est le devoir de réserve qui nous y oblige, mais ouais, il faut que les gens ils aient conscience qu'on ne peut pas exécuter notre métier comme on veut. Mais il n'y a pas que nous. Hein. Malheureusement, il n'y a pas que nous. C'est-à-dire les pompiers et tout ça. Ouais, je pense souvent aux pompiers parce que nous encore... c'est grave ce que je vais dire. C'est compréhensible qu'on nous en veuille à nous. On est représentant de l'autorité. Les pompiers, ils sont pas représentants de l'autorité, ils mangent autant que nous. Donc le problème c'est qu'ils viennent. On n'est pas visé parce qu'on est l'autorité. C'est parce qu'on est représentant de l'État français, c'est tout. Quand je rentre chez moi le soir pour le boulot, je regarde s'il y a personne qui me suit. J'essaie d'adopter de temps en temps, en fonction de mon ressenti de ce que j'ai vécu dans la journée, un itinéraire différent pour rentrer chez moi. Parce que des fois, je me sens pas en sécurité. C'est comme maintenant dormir, maintenant qu'il fait beau. Dormir à la fenêtre ouverte, j'hésite un peu. J'ai un moment, je m'endors mal parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Certes, mon arme elle est pas loin, mais bon, quand vous dormez, c'est quelqu'un qui rentre. Voilà, c'est... On n'est pas censé avoir peur. On n'a pas le droit d'avoir peur. Ou si on dit qu'on a peur, on se fait dénigrer par les collègues, donc on n'en parle pas. Moi j'ai peur, pas pour moi, parce que je suis plus sur la voie publique, mais j'ai peur. J'ai peur pour mon compagnon qui y est. Qu'est-il passé cet après-midi à Viry-Châtillon, à 20 km au sud de Paris? Des policiers ont été agressés par une bande. 2 agents sont grièvement brûlés. Julia Van Elst. Les voitures de police, complètement calcinées, sont évacuées. L'attaque, qui s'est produite à 14h45, a été d'une rare violence. Une dizaine d'individus, cagoulés, s'en sont pris à des policiers qui se trouvaient dans leur véhicule. Ils ont projeté des cocktails Molotov à l'intérieur et il semblerait, sur les éléments que j'ai, d'après les éléments que j'ai, il semblerait qu'ils aient tenté de bloquer la sortie de mes collègues en bloquant les portières. Finalement, les 4 agents ont réussi à s'extirper de l'habitacle. Ils sont tous blessés, mais 2 très grièvement. Lorsqu'ils ont été pris à partie, ces policiers protégeaient une caméra de vidéosurveillance installée au niveau d'un feu rouge où sévissent régulièrement plusieurs délinquants. S'ils pensaient qu'ils allaient
mettre fin à cette caméra en faisant ça, c'était idiot. Et ça montre à quel point ils ont confiance en eux, à quel point ils se sentent impunis. Le simple fait qu'ils pensent que ce soit possible et qu'ils puissent y arriver, ça montre quelque chose. Dans leur tête, ils pensent que oui, ils peuvent prendre la place et chasser la République et le droit d'un territoire. C'est inquiétant. Et puis je pense qu'il y a certains jeunes dans les quartiers qui voient la police comme une bande rivale. Ils sont tellement déconnectés, je pense, des principes de droit, etc., de contrat social, etc., que pour nous, la police a un peu une légitimité. C'est le bras armé d'un système dont ils ne font pas partie, et donc c'est une bande rivale, qui vient sur leur territoire. Donc il faut les chasser, comme les autres bandes rivales. C'est pas chez vous ici, cassez-vous. Enfin, à aucun moment, on laisse un véhicule là, dans un quartier où on sait pertinemment que ça craint, on laisse pas un véhicule tout seul comme ça. Enfin, je veux dire, la police est en danger. Oui, parce qu'ils ont mis des consignes pour que le véhicule reste là, pour surveiller une caméra qui surveille, une caméra de vidéosurveillance. Non, ça aurait jamais dû arriver. Viry-Châtillon, c'est un équipage de police secours qui est visé, c'est le policier qui est au plus près de la population. C'est un équipage qui est dehors en permanence, tous les policiers ne peuvent que s'identifier à cet événement-là. C'est-à-dire que, moi, ça peut très bien être mon collègue que j'ai croisé le matin même, qui est dans ce véhicule-là et qui brûle. Et ça amène à réfléchir. S'ils nous avaient connus, ces jeunes-là, s'ils avaient connu les policiers qu'ils avaient en face, certainement pas ils auraient balancé un cocktail Molotov. À partir du moment où ils connaissent la personne, où ils savent mettre une image sur le policier, où ils savent mettre un visage, où ils savent mettre des paroles, ce policier-là, c'est celui aussi qui, l'autre jour, j'avais fait le con. Bon, il m'a allumé la caisse, il m'a dit que j'étais qu'un petit con, et puis il m'a laissé passer, j'ai pas pris de prune. C'est qu'il est quand même sympa. Tout répressif à ses limites. Et la politique du chiffre, pour moi, c'est symptomatique. C'est ce qui a provoqué tout ça. Les gens ne nous connaissent plus. Le policier, quand il se regarde dans la glace, à un moment donné, il se dit stop, quoi. Moi, je suis policier, mais je suis aussi citoyen. Je peux pas mentir à mes citoyens. Je suis là pour leur rendre service. Je peux pas faire, à un moment donné, je peux pas les regarder dans les yeux en leur disant ce que je fais, c'est génial. Parce que c'est pas vrai. Et c'est là où c'est affreux, encore plus pour les bacs. Une bac, on va te dire, l'activité est mauvaise. Ouais, mais bon, moi je travaille pas à la demande. Je fais un métier social. Parce que n'importe qui, tu peux interpeller en flagrant délit, presque. Tu vois, c'est toute l'ambiguïté du travail. C'est-à-dire que si t'es en patrouille la nuit, au mois d'octobre, il fait moins 25 dehors, même les petites et moyennes délinquances, elles ont froid, tu vois. Donc, tu peux pas interpeller comme l'été, au vol à l'arraché, à tel endroit, tu vois. C'est pas pareil. Mais on va te dire, ce mois-ci, c'est pas bon. Ça fait un peu police business. Ces dernières années, le chiffre des gardes à vue a explosé. 580 000 l'an dernier, selon le ministère de l'Intérieur, 800 à 900 000, selon certaines estimations, ajoutant les délits routiers que les statistiques officielles ne prennent pas en compte. Sur le terrain, la pression se fait sentir également, comme en atteste cette note rédigée par un commissaire de l'ouest de la France. L'activité de la BAC nuit ce week-end a été nulle. Cette attitude commence à agacer sérieusement le directeur, écrit-il. S'ils ne réagissent pas, nous allons le faire à leur place. Un délit, c'est cette cigarette de cannabis. Un coupable, c'est ce jeune homme. L'affaire est à peine constatée qu'elle est déjà résolue. C'est du 100%. Et ça, c'est excellent pour les statistiques. Les gens, ils n'en peuvent plus. Et nous, la réponse qu'on apporte à ça, via la politique du chiffre, c'est d'aller faire des interpelles quotidiennes. Mais des interpelles de bas niveau. Comment tu veux maintenir un état de droit avec une police qui réfléchit pas? C'est pas possible, c'est pas possible.
Est-ce que votre mouvement des policiers en colère, ça vous a permis de résister à cette politique du chiffre? On a eu un exemple flagrant, c'est la BST Mirail. Suite au mouvement, la BST a levé le pied, franchement. Je veux être clair, ils ont levé le pied, ils ont dit « Profitez du mouvement pour arrêter de vous lancer dans la politique du chiffre et monter vos belles affaires. » Mais derrière, il faut voir les belles affaires qui sont sorties. Là, on parlait plus en termes de grammes, on parlait en termes de kilos. Des mecs ont été félicités, et puis on leur a dit « Mais les gars, c'est super ce que vous avez fait. » Mais par contre, faudrait penser à faire un peu, alors ils appellent ça de l'alimentaire. Faudrait penser à faire de l'alimentaire. C'est démoralisant. C'est démoralisant. Je pense que pour les politiques, une partie de la hiérarchie, ils préfèrent qu'on interpelle 10 acheteurs de shit, de barrettes de shit, que 1 trafiquant de stupéfiants. Parce que d'un point de vue purement statistique, d'un côté on a 10 interpellations, de l'autre on en a qu'une. Si on avait voulu faire une politique de fond, on aurait fait de l'investigation, de l'enquête, de la recherche. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, on n'a pas de résultats immédiats, ça fait pas beaucoup de chiffres, ça peut prendre des mois. Donc, tant pis, quoi, on fait pas le travail de fond, donc la situation dégénère. Et on ramasse l'écume en faisant du chiffre avec les acheteurs de drogue, les petits délits contraventionnels, la sécurité routière. Enfin, voilà. Dans la police nationale, il existe des primes qui sont liées aux résultats. Tous les policiers n'en bénéficient pas. Et les résultats, ils sont aussi liés au nombre d'interpellations. Pas à la quantité de drogue retirée du marché, pas à tout ça, c'est au nombre d'interpellations, c'est au nombre de crimes faits. Et ça, c'est les commissaires de police aujourd'hui, les chefs de service qui bénéficient de ces primes-là. Donc c'est eux qui du coup, sont les vecteurs de cette politique du chiffre, puisqu'ils sont directement intéressés. La police est devenue de la rentabilité, hein. Il faut amener du chiffre. Du coup, vous faites n'importe quoi, vous contrôlez tout le monde. Parce que vous savez que si vous amenez pas tant de chiffres à la fin du mois, votre chef il va se faire taper sur les doigts et après vous allez vous faire taper sur les doigts direct. Il faut faire du chiffre. Oui, après je peux comprendre le comportement d'un jeune qui se dit j'en ai marre d'être contrôlé, mais bon, on vous demande du chiffre, vous êtes obligé de faire du chiffre. Et vous cherchez des cibles potentielles qui peuvent avoir du shit ou toute autre drogue. Et vous savez que si vous contrôlez cette personne qui est habillée comme ça ou qui a cette dégaine-là, vous savez très bien que vous allez trouver quelque chose. On se rend tous compte, quelle que soit l'unité, la mission, que une grande partie du travail est vide de sens. On comprend plus à quoi ça sert, on comprend plus à quoi on sert. Là, ça dépasse largement la police, hein. C'est social, c'est s'interroger sur les missions au sens noble du terme. Il faudrait tout reprendre pour essayer de réagir dans le bon sens. L'injustice de Viry-Châtillon, c'est ça, c'est finalement, mais à quoi on sert en fait? Comment on peut continuer à fonctionner comme ça? Dans ce quartier populaire de Toulouse, la police de proximité, ancienne formule, a laissé de bons souvenirs. Déjà, ils connaissaient tous les jeunes du quartier, donc ils se faisaient respecter par les jeunes. Et les jeunes les respectaient, et eux respectaient les jeunes. Ce qu'il n'y a pas actuellement. Elle fut mise en place en 1998. C'était la réponse de la gauche pour combattre le sentiment d'insécurité. Mais lorsque la droite revient au pouvoir, Nicolas Sarkozy stoppe l'expérience de façon fracassante. Le travail de prévention que vous faites est très utile. Mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Aujourd'hui, je serais bien content d'avoir une police de proximité qui me ramène des infos. Ça m'arrive quelquefois de temps en temps parce qu'il y a certains collègues qui ont gardé cette notion-là. Ça m'est arrivé il y a quelques mois, un collègue qui passe devant le bureau et puis je dis putain, ce mec-là, j'arrive pas à le trouver, j'arrive pas à mettre la main dessus. Ben attends, je vais te le ramener, je sais où il habite à tel endroit, je vais te le ramener et puis tu vas voir, il va venir sans souci. Effectivement,
L'après-midi même, je vais l'entendre sans placer en garde à vue, sur des faits bénins, quoi. On m'a abandonné, je pense. Le point de repère, le sergent de ville, enfin, c'est une image, hein, mais il y a une réponse derrière. Voilà. Vous nous abandonnez, c'est pas on va vous le faire payer, mais maintenant vous êtes chez nous. Donc on y va, la peur au ventre. J'ai des exemples où ponctuellement, la réaction de mes collègues qui ne connaissaient pas le secteur, elle était surréaliste, en ce sens que des collègues qui se casquent, sortent le bouclier alors qu'on va répondre pour une personne qui est coincée dans un ascenseur. On exhibe les pistolets à impulsion électrique, les grenades, les colliers Serflex pour serrer les mains des gens. Voilà, enfin, une panoplie visuellement, c'est impactant. Enfin, on peut le prendre comme on veut, mais même moi, je me dis finalement, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour guerroyer, ils sont là pour... ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile de regagner le terrain. Les gens ont plus confiance en nous. Nous, on n'a pas confiance dans les gens. Parce que nous, on n'apprécie pas d'arriver dans un endroit, se faire caillasser. C'est pas... Donc oui, le dialogue est rompu. Et pour le regagner, là, les solutions, ça va être compliqué. Il faudrait 10 ans de boulot de fond pour pouvoir avoir un lien avec ces gens-là. Et puis, il faut mettre des policiers qui ont une attitude opérationnelle, qui puissent aller, même, il y a une soirée qui est organisée par la MJC, voilà, des policiers qui puissent venir et puis participer. Le boulot de policier, c'est aussi une part de renseignement, et le renseignement, on l'a pas avec des amendes. Hein. Ou avec des interpelles. Hein. Et ben alors ils étaient collés à moi, hein. Tu les as vus ou pas? Ils m'ont coupé la route, tout. Il y a eu une affaire là, récemment à Massy. Le mec refuse d'obtempérer, il se barre en quad, il se plante, il se tue. Oh mais quand tu vois la population, comment elle réagit, t'as l'impression que les policiers sont des meurtriers. Les policiers, ils ont fait leur taf. Et visiblement, ce qu'il en ressort, c'est qu'ils se sont mis derrière un quad qui roulait sans casque pour pouvoir le contrôler et le verbaliser. Le mec se barre, il se plante, et c'est les policiers qu'on accuse. C'est les policiers qu'on pointe du doigt. C'est l'État qu'on pointe du doigt. Mais c'est pas normal. Il s'est planté parce qu'il n'avait pas mis de casque et qu'il a refusé de tempérer à une sommation de s'arrêter des policiers. Les policiers ne l'ont pas envoyé contre ce bus. Ouais, ça fait de longtemps, de toute façon on a des services pour ça, ça fait de longtemps que je ne cours plus après les deux roues, là. Ça sert à rien, quoi. Ça va finir comment? Ça va finir que le gamin il va se finir par terre. Pour un peu, il s'est barré parce que ça l'amusait, parce qu'il n'avait pas de casque, parce qu'il n'avait pas d'assurance sur le scooter, ou pour aucune raison, juste pour s'amuser. Voilà. Et ouais, tu vas avoir des émeutes et tu vas finir en garde à vue, voire en tôle. Donc tu dis, je me fous de ma carrière en l'air pour un truc à la con, pour un gamin qui n'a pas de casque. Le problème, il est que ce gamin-là devrait se dire
je ne m'échappe pas parce qu'ils iront jusqu'au bout. À partir du moment où tu leur laisses la possibilité de le faire, ils le feront. Le premier qui va pas bien se comporter, on va bien le prendre. Par contre, en fin de vacation, si on a ramassé toute la journée, ou voilà, en fonction de ce qui s'est passé dans la journée, au bout d'un moment, on arrive à saturation. Et ça devient difficile, parce qu'on est quand même que des êtres humains aussi, et ça devient difficile de prendre de la hauteur. Donc on ne le traitera pas de la même façon. Parce que dans la vie, une bonne femme qui se fait traiter de sale pute, elle met une gifle au type. Mais moi, avec un uniforme sur le dos, j'ai pas le droit. En quoi c'est manquer d'exemplarité que de ne pas accepter de se faire traiter de sale pute? J'ai déjà entendu des gens, pas forcément des délinquants, mais des civils, des discussions des fois avec des gens. Oui, mais bon, c'est votre métier. Non, non, c'est pas notre métier de nous faire insulter, de nous faire cracher dessus. Maintenant, de nous faire brûler, c'est pas notre métier, on n'est pas payé pour ça. Par contre, il y a tellement d'impunité par rapport à ça, qu'après tout, pourquoi on va se priver de les traiter, de les outrager? Les violences, ils prennent quoi? Les violences sur les policiers. C'est de moins en moins puni. Donc, pourquoi s'en priver? Vas-y, beau gosse! Sors pas ton gun! Vas-y, sors ton gun! Vas-y, sors ton gun! Putain, mais rentre ton flingue, connard! Ça va pas, non? Arrête avec ton arme à feu, là! Vas-y, beau gosse! T'es une victime! Sors pas ton gun! Au niveau du maintien de l'ordre, c'est la même chose. Quand on voit qu'on ramasse, quoi, et on a quasiment pour consigne de pas bouger. Au bout d'un moment, on avait dit, bon, écoute, quand est-ce que tu me lâches la laisse, là, que j'aille mordre, parce qu'il commence à me saouler, quoi, en face. Ouais, mais les manifs, c'est comme ça. Il y a toujours des gens violents qui vous provoquent. Il y a toujours eu plus ou moins des caillassages et tout, quoi, mais là, encore une fois, que si on reprend la manifestation du 1er mai, quoi, où on a 2-3 collègues qui sont brûlés par des cocktails Molotov, pareil, j'arrive pas à comprendre. Et tout le monde déteste la police. Et tout le monde déteste la police. Et tout le monde déteste la police. Mais je sais même pas comment est-ce que moi je réagirais à ce moment-là si je voyais un collègue à moi en train de brûler, quoi, si je pèterais pas un câble. Alors je serais pas un fonctionnaire exemplaire, hein, loin de là, bien sûr. Hein. Mais je sais pas si je pèterais pas un câble, parce que ça, je n'arrive pas à le comprendre, quoi. Et après, ce qui peut éventuellement aussi te faire péter un câble, c'est cet effet de meute. C'est cet effet de meute quand tu entends les collègues qui étaient sur place et qui disaient qu'à chaque fois qu'un collègue brûlait, quoi, t'avais des gens qui criaient, mais qui criaient de plaisir. Victoire, quoi. On a cramé un flic, victoire. Et c'est là où ça blesse, quoi. C'est là où tu te dis, putain, mais attends, on est où, là? On est où? Mais c'est qui ces mecs que j'ai en face de moi? C'est des ennemis. C'est proprement dit des ennemis. Et après, si jamais tu viens en attraper un et que tu l'esquettes un petit peu, et qu'il y a une vidéo qui tourne, tu vas être emmerdé. Non, attends. Oh papa, là, il a brûlé mon pote tout à l'heure, là, quand même. Peut-être pas lui directement, mais lui, il rigolait, quand même. Je l'ai vu rigoler, quoi. Et là, il était en train de faire une connerie, je l'ai attrapé. Bon, certes, il a pris un coup de matraque à travers du museau, il a le nez un peu pété, mais bon, faut arrêter. Faut relativiser, quoi, aussi. C'est ça que tu arrives plus à comprendre chez nous, quoi. C'est que t'es devenu de la chair à canon. Et en haut lieu,
Ça leur paraît presque normal. C'est les flics qui sont rentrés dans la police, ils savent à quoi ils s'exposent, et voilà, là, ils y sont. Et ça, je comprends pas. Et après, il y a violence policière et violence policière. Il y en a, certes, qui ne sont pas légitimes. Il y en a d'autres, c'est délicat, quoi, à dire que c'est pas légitime. Quand t'as été devant une cinquantaine de gonzes, quoi, qui t'ont insulté tout le long, et qui t'ont balancé des pavés, des cocktails et tout ce qui va avec, et puis au moment où t'en attrapes un, tu le défonces. Certes, c'est une violence policière, mais je pense qu'il y a une certaine légitimité dedans, quoi. Ça peut arriver, c'est toujours pareil, il y a des circonstances qui font que les gars se laissent aller. Ça peut être un coup de poing, ça peut être des baffes, ça peut être des gens laissés menotter à plat ventre, des gens contraints sur le sol. Et puis, ce qu'on voit épisodiquement, on en a vu il n'y a pas longtemps, le type qui met un coup de pied à quelqu'un à terre, c'est pas son job, là, il n'est pas à sa place, il fait pas son boulot. S'il rendait compte, tant pis pour lui. On a vu sur les manifs aussi, c'est un coup de poing à la face sur quelqu'un qui avait rien fait. Le collègue, il a complètement dérapé. Le parquet de Paris a pris sa décision. Le gardien de la paix qui a porté les coups sera jugé en mai par le tribunal correctionnel. Violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Il encourt 3 ans de prison. C'est ça où tu retrouves les policiers un peu usés et fatigués, c'est qu'ils n'ont plus le recul nécessaire. Moi, il m'arrive parfois de ne plus l'avoir, d'avoir cette colère-là. Je pense qu'on est tous humains, où tu te dis, putain, mais c'est pas possible. Finalement, c'est pas la police et l'État qui visent, c'est vraiment moi, en fait. Mais c'est parfois compliqué. Si sur un maintien de l'ordre, si les CRS qui recevaient les cocktails Molotov ouvraient le feu dans la foule, c'est le maintien de l'ordre que tu peux trouver en Afrique, pas en France. Tu vois, le policier, il a le sens du sacrifice. Voilà, on est formaté en plus à être au service des libertés publiques et de chacun. Puis, tu sais, si tu blesses quelqu'un mortellement, ou tu le blesses tout court, c'est dur à vivre. Il faut le supporter, ça. C'est quand même un être humain, aussi con soit-il. Qu'est-ce que tu penses du jeune là, qui à Paris, pendant la manifestation, s'est fait prendre à partie, là, qui a pris les coups de bâton et tout, ils ont mis le feu dans la voiture, tu te souviens ? C'est chaud. Bah moi je trouve ça à la fois héroïque et honteux, quoi. Héroïque parce qu'effectivement il garde son sang-froid, malgré la peur et tout, il garde son froid, et ça c'est la définition du policier, et c'est très dur. Je pense que même quand tu as beaucoup d'années d'expérience, c'est difficile à faire. Et lui, je pense qu'il est fait pour ça. Voilà. Pour lui, je lui tire mon chapeau d'ailleurs. Voilà. Mais à côté de ça, tu nourris le fait que quand tu t'en prends à un policier de cette manière-là, bah, il se défend pas, quoi. Je veux pas en arriver à l'américaine où tu vois, où le mec il te dit recule et si tu recules pas il te tire dessus. Je trouve ça complètement ridicule.
mais quelque chose de juste où les gens prendraient conscience que on n'est pas là pour se faire tabasser et mourir comme ça gratos, quoi. On n'est pas du... C'est pas du consommable. Mesdames, Messieurs, fonctionnaires de la police nationale, nous savons les outrages verbaux que vous pouvez essuyer chaque jour de la part d'individus bien connus de vos services, toujours les mêmes. Nous avons connaissance des agressions physiques que vous subissez quotidiennement par des délinquants souvent multirécidivistes. Les fonctionnaires étaient jusqu'ici un des viviers de voix de la gauche. Ils seraient désormais de plus en plus tentés par le Front National, selon la dernière enquête du Cevipof. Une ascension fulgurante qui inquiète le gouvernement. Dans la fonction publique, Marine Le Pen séduit entre 18 et 22% des électeurs. C'est chez les policiers nationaux et les militaires que le vote FN explose, passant de 30 à 46% des suffrages entre 2012 et 2017. Dans la police, j'ai jamais vu autant d'écart, de fossé en fait, que dans la population normale. C'est-à-dire que très peu votent droite ou gauche. Moi, de ce que j'avais constaté, la plupart des gens qui m'entourent votent soit extrême droite, soit extrême gauche. Enfin, c'est plutôt extrême droite. Comment ça se fait? Pour moi, la question, c'est est-ce que la France, aujourd'hui, n'a pas un problème d'intégration avec l'islam? À mon sens, oui. La France a un problème d'intégration avec l'islam. Et d'où vient le problème? Est-ce qu'il vient de la France ou de l'islam? Pour moi, il vient de l'islam. Alors, il y a une réalité aussi, c'est que la délinquance, elle est beaucoup issue de l'immigration. C'est-à-dire que cette personne-là, parce qu'elle a été issue de l'immigration, qui est arrivée sans moyens, a été parquée dans ce milieu-là, avec les codes et le communautarisme qui s'est créé dans ce milieu-là, et fait qu'aujourd'hui, ce sont eux les délinquants. Moi, pour être honnête avec toi, moi je peux plus les voir. Je peux plus les voir. Alors on va dire, ouais, la police c'est tous des fascistes. Ouais. Là jusqu'à présent, je crois qu'on a tout essayé. La droite, la gauche. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui ait marché. Donc je suis pour essayer autre chose. Et effectivement, dans l'autre chose, la seule qui est pro-police, c'est Marine. Donc non, moi je suis pas fasciste, je suis pas raciste, je suis moi-même issu de l'immigration. Que des immigrés viennent, moi ça me dérange pas, mais qui s'adaptent. Ok, je suis d'accord, ils ont des règles. Par exemple, on va partir pour le problème le plus récurrent, le contrôle des femmes voilées. En France, il y a une loi qui dit qu'on doit être identifiable. La burqa ne permet pas l'identification, donc elle n'a pas lieu d'être en France. Donc les personnes qui veulent à tout prix porter la burqa, soit elles restent enfermées chez elles, soit elles vont dans un pays où elles peuvent le faire. Pourquoi laisser impunis les gens qui provoquent la République? Il faut les sanctionner. Moi, j'accepte toutes les religions. Pas de souci. Du moment qu'elles n'empiètent pas sur les lois de la République. Du moment que voilà, ça n'empiète pas sur les us et coutumes du pays dans lequel je vis. Donc si les gens appellent ça du racisme, ok, je suis raciste. Il y a quand même cette extrémisation, droitisation de certains de mes collègues que je comprends pas, dans laquelle je me retrouve pas, parce que pour moi c'est plus du réflexe de leur part, peut-être pour se protéger, et c'est pas le visage de la police dans laquelle je me reconnais. Je vous renvoie à ce qu'on a entendu dans ce reportage. L'idée, encore une fois, c'est de comprendre la façon dont les choses se passent. De cette jeune fille qui disait on se fait contrôler, on se fait traiter de bamboula, on se fait cracher dessus. Peut-être que cette jeune fille affabule. Il y a aussi cette version-là qui fait qu'on en arrive à des extrêmes comme ça. Mais la version, j'ai la même. J'ai la même. Et je veux rester poli, mais j'ai la même.
Parce que les mots bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Non. De l'autre côté, enculé de flic, c'est pas convenable non plus. Dans les deux sens, ça n'est pas mais convenable. voilà, mais pardon. mais d'accord, mais c'est la conversation qu'il y a entre les deux. Ouais. C'est ça le problème. Le constat, c'est que souvent tu parles à un jeune et puis il te répond en te racontant des lois musulmanes. Donc, c'est là où tu vois, on revient sur ce qu'on disait, ils ont été sacrifiés, ces générations sacrifiées qui n'ont pas de repères républicains mais qui se réfèrent à la religion uniquement. Et il est dans la provoque, hein, donc il va te dire toutes les choses aberrantes pour te vexer. Hein, et le flic, lui, ça va glisser une fois, deux fois, trois fois, puis ça reste un homme. Et puis après, quand tu te le dis toutes les 5 minutes, t'en as un petit peu la haine, quoi. Parce que, à force d'entendre des trucs affreux sur ton pays, alors que tu sais que toi, c'est un beau pays et que tu essayes d'en défendre les trucs et que les mecs crachent et marchent dessus, des fois, tu sais, même si t'es là pour faire un travail et garder ta dignité en permanence, mais on reste des hommes. Hein. Le crachat, moi, ça me vexe, ça. Se faire cracher dessus, c'est dur. Ça t'est arrivé? Ouais, visage plusieurs fois. Là, tu fais quoi? Bon, je m'en vais, parce que sinon... Ouais, T'as la sagesse de t'en aller toujours? Non, mais souvent, c'est mes collègues, du coup, qui interpellent, parce qu'après, tu sais, quand on reste des humains, hein, tu te fais cracher dessus, tu peux péter les plombs. Hein. Donc, il faut partir, aller se désinfecter, et puis laisser tes collègues interpeller, qui ont peut-être, eux, un peu plus de discernement, tu vois, pour... Voilà, parce que la colère montante, tu peux... Pas parfait, hein. Si on arrivait à dégonfler ce ballon de gaz délétère lié à l'exercice de la profession, rassurer les policiers, je pense que ça se réduirait. Le vote national? Oui. Quand on va être un peu plus sécure, un peu plus réconforté, confiant dans ces institutions, on va pas être extrémiste. C'est pas c'est pas la norme. C'est pas républicain, déjà. Il faudrait la rassurer, la police. Je vais pas dire l'aimer un peu plus, mais oui, la considérer. Entre ceux qui interpellent et ceux qui jugent, le fossé semble plus grand que jamais. Pointés du doigt par les syndicats de policiers, la justice, trop clémente selon eux, faux, répondent les magistrats. On a un peu l'impression que pour les policiers, finalement, la récompense de leur travail, en quelque sorte, ce serait que le délinquant soit mis en détention. Or, il n'y a pas une seule peine dans le code pénal, et c'est plutôt heureux. Il y a tout un panel de peines dont la plupart ne consistent pas à aller en détention. De toute façon, on sait que la détention n'est certainement pas la solution à tout et qu'elle ne préserve pas de la récidive. Est-ce que vous arrivez des fois d'aller dans les tribunaux pour voir comment ça se passe? Non. Non. Je pense que non. Je ne ressortirai pas super contente de voir la faiblesse des peines, entre guillemets. Je serais beaucoup plus dur. Il y a le 2 poids, 2 mesures dans la réponse judiciaire. Et oui, on le voit qu'il y a 2 poids, 2 mesures. On le voit. Mais c'est très fort chez tous les collègues, oui, bien sûr. Puisque nous, on les voit, les délinquants qui sont dehors le lendemain et qui recommencent. Nous, on le voit. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité, qui est quand même important dans tout ça, c'est la victime. Oui. La victime. La victime, elle n'a aucun droit. Elle a le droit de subir. C'est tout. Alors, souvent, j'entends et la victime et l'auteur. Alors, l'auteur, il va avoir droit à son médecin, même s'il n'a rien. Hein. C'est lui qui a tapé. Il va très bien. La victime, on l'entend. Déjà, on l'a fait se déplacer pour prendre la plainte. Elle va attendre, des fois quelques heures. Et là, on va lui dire, bon, vous êtes blessé, vous prenez votre ticket de passage aux UCMJ, les unités médico-judiciaires. Donc, pour voir le médecin légiste, en fait. Et elle va devoir attendre. Elle va devoir prendre son truc, y aller, se déplacer, perdre une demi-journée, au moins, pour voir un médecin. Déjà, rien que ça, je trouve ça inadmissible.
Est-ce qu'on consulte les policiers sur ce genre de choses? Non, jamais. Jamais on nous consulte pour savoir dans quel cas la victime, quand même, elle pourrait être aidée. C'est nous, les premiers concernés, c'est nous qui sommes au cœur du truc et on n'est jamais consulté. Si j'ai une victime en face de moi, la plupart du temps, elle me touche, cette victime, dans son témoignage, dans ce qu'elle me raconte. Ça impacte aussi ma volonté de bosser plus dur ou pas sur ce dossier, vraiment. Et toi, t'es celui qui doit lui annoncer en même temps que t'as rien à lui offrir, mis à part le placement en garde à vue du mec qui lui met dessus. Quand t'es celui qui est censé aider la population, tu perds un peu la face quand même. Le traitement de la victime dans la procédure pénale, il est scandaleux. À cet instant, à cet endroit, le pire est arrivé. Pour toi et tes camarades. Un de ces événements que chacun redoute et dont tous espèrent qu'il n'arrivera jamais. Tu as été emporté sur le coup et je remercie ta bonne étoile. Tes camarades ont été blessés, l'un d'eux gravement. Ils se remettent progressivement. Et nous en sommes soulagés. Tous ont été choqués. Jean-Baptiste Salvin était commandant de police, il avait 42 ans. Jessica Schneider était secrétaire dans un commissariat, elle avait 36 ans. Ce sont les deux victimes de l'attaque terroriste d'hier. En rentrant chez lui, vers 20h hier soir, Jean-Baptiste Salvin est poignardé de 9 coups de couteau par cet homme, Larossi Abala, 25 ans, déjà connu des services antiterroristes. Autre information importante, au policier du raid qui a tenté d'établir un dialogue avec lui hier soir, eh bien le terroriste a répondu « Il était venu chez moi, maintenant c'est moi qui vais chez lui ». Ouais, ça m'est arrivé de m'être reconnu et sorti du commissariat, on m'a suivi jusque chez moi là. Du coup on m'a brûlé ma voiture et la nuit il venait de mettre des grands coups de pied dans ma porte là, avec des tags et tout ça, des tags bien sympathiques écrits sur mon mur. Du coup, des fois je me réveillais, j'entrebâillais la porte, ou même je regardais juste par le Judas et mon calibre, comme dans les films, quoi. On en devient psychopathe, quoi. Et j'en avais parlé à la hiérarchie, mais bon, tout le monde s'en foutait. J'en avais parlé au syndicat, tout le monde s'en foutait. J'ai dû trouver un logement tout seul en urgence, à me débrouiller tout seul, à me retrouver une voiture, je ne pouvais plus partir au boulot. J'étais obligé de prendre le bus parmi les mecs qui habitaient au même endroit que moi, qui s'en prenaient à moi, c'était sympathique. Donc au niveau psychologique, c'était assez dur. Mon ex-femme qui était avec moi, elle était partie parce qu'elle avait eu peur, elle avait quitté le domicile et moi je me suis retrouvé tout seul là-haut, comme un con, à gérer la situation tout seul, quoi, en fait. Mais oui, mais c'est un sentiment d'insécurité permanente. Oui, bien sûr. Moi, j'ai du mal à laisser les enfants en sortie scolaire, si j'y suis pas. Ça m'est arrivé d'écrire au lendemain du Bataclan, où j'écris moi la maîtresse, si je ne fais pas partie des parents accompagnants, ma fille ne viendra pas à la sortie. Voilà. Parce que je voulais être présente, parce que je sais que j'aurais eu l'œil. Alors elle m'a convoqué, la maîtresse, hein. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, non, je veux être là. Oui, mais ça n'empêchera rien. J'ai dit, oui, mais j'aurais peut-être le quart de seconde suffisant d'anticipation pour voir, pour peut-être anticiper et protéger ma fille. Et les autres, autant que je peux. Mais je serai là. Tu l'as faite, la sortie? Oui, j'ai fait la sortie. Tu étais armé? Ça, l'histoire ne le racontera pas. Voilà. Tu rentres chez toi, t'es armé, tu regardes. Hein. Ça te ramène constamment, voilà, à la police, à ton métier, à tout ça. Et quand tu fais du sport, voilà, quand t'es chez toi, tu vas faire ton jogging, tu vas faire du vélo avec ton pétard.
cette situation-là, donc d'être armé, il n'y a plus de limite entre ton espace personnel privé, de citoyen tout seul lambda, et de policier. T'es constamment. Alors, effectivement, tu rajoutes ton arme là-dessus, c'est-à-dire que je dois me défendre, ça rend pas, non. On finit par avoir le mal partout et avoir la peur. Mais c'est pas vivre, ça. Je suis désolé. Comment tu peux vivre en te sentant constamment exposé? C'est pas une solution. Aujourd'hui, il est anormal, dans une situation telle que l'on vit, qu'on trouve des policiers hors service, sans armes. On est là pour protéger la population H24. Rappelons également que les policiers sont une cible. Rappelons que nos commissariats sont des cibles. Aujourd'hui, un policier ne peut tirer sur un agresseur qu'en cas de légitime défense. Là encore, le texte prévoit d'autoriser un policier à user de son arme pour mettre hors d'état de nuire un individu dangereux. On est quoi, nous? On a le droit de mourir, non? On a le droit de... Vas-y, essaie de me tuer, je ferai rien, bon, j'espère que ça marchera pas, mais je te tirerai pas dessus, c'est bon, vas-y. Non mais allô, qui accepterait ça? Tu balances un cocktail Molotov sur un flic. Si jamais le policier abat le mec qui lui jette le cocktail, qu'est-ce que je te dise? Si tu tires sur quelqu'un qui te jette un cocktail Molotov, en théorie, tu viens juste une défense. En théorie. Je souhaite donner du courage au premier collègue qui fera ça. Parce qu'il va se faire broyer par la machine médiatique et judiciaire. Même s'il en ressort à la fin innocenté, si on lui reconnaît une défense, je lui souhaite bien du courage pendant les 2 ans ou 3 ans d'instruction qui vont suivre. Un juge peut te dire, oui, vous avez tiré sur le monsieur qui allait vous jeter un cocktail Molotov, soi-disant. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il allait jeter le cocktail? Quand une fois qu'il a déjà lancé, c'est trop tard, t'es plus dans l'instantanéité de la réplique, c'est ingérable, quoi. T'as peur de faire une commande, quitte à après à cramer, quoi. Avec Châtillon, je sais pas, s'ils avaient eu la possibilité de tirer, est-ce qu'il aurait fait? Je sais pas. Et s'il l'avait fait, qu'est-ce qui serait passé? Au niveau judiciaire, au niveau médiatique, au niveau des émeutes dans le quartier, qu'est-ce qui serait passé? C'est le souhait de chaque policier, c'est de dire je vais passer ma carrière sans jamais tirer sur personne. Ouf. Moi, je pense que la légitime défense, elle est très bien comme elle est. Pour l'instant, je trouve qu'elle est très bien comme elle est. Je pense que ça permet aussi de garder un certain sang-froid général. Enfin, je suis pas un super-héros, je m'en fous, je suis pas plus fort que les autres, tu vois. Il y a toujours des solutions. Je pense que vraiment l'arme, c'est l'ultime recours, quoi. Vraiment quand tu peux pas faire autrement. Moi, j'ai aucun problème à être un peu en dehors de la légitime défense et l'expliquer au juge en disant que j'ai pas eu le choix, quoi. J'espère tomber sur un juge qui le comprendra. Et si c'était pas le cas, je changerai de métier, qu'est-ce que tu veux faire? Mais je suis pas pour que... Moi aussi, je suis citoyen. C'est quand même bien fait, quoi. Voilà. Tu as déjà eu à tirer avec ton arme? Je me rappelle pas. Je suppose qu'après, il faut vivre avec. Les collègues, j'en ai vu 2 ou 3 dans ma carrière, pas beaucoup. Même quand tu aurais tué, dans leur tête, tu vivras avec tout le temps, quoi. Je pense. Si tu réfléchis, tu fais bien ton boulot, ton travail personnel, hein. Humainement, comment on peut pas se poser la question, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que si, est-ce que là? Tu mourras avec ça. Dans la tête d'un flic, il y a beaucoup d'interrogations et de désarroi. Les policiers se doivent d'obéir aux ordres. Mais quand ces ordres perdent de leur sens, c'est la résignation, la démission ou la dépression. Leur malaise est insécurisant, pour eux, pour nous. Policiers, gendarmes, et combat. Policiers, gendarmes, et combat. Policiers, gendarmes, et combat.
Malgré plusieurs mois de manifestations, rien n'a changé pour les gardiens de la paix. La police dans la rue, c'est comme un rempart républicain qui cède. C'est un signal fort qui met les politiques et la hiérarchie policière au défi.